Chapitre 2. Aménager les territoires ultramarins français. Dans un premier chapitre, nous nous sommes intéressés au rôle de l'aménagement du territoire en métropole. Voyons comment la France aménage les territoires ultramarins. Nous nous intéresserons à deux questions. Quelles sont les particularités des territoires ultramarins et quelles en sont les conséquences sur leur aménagement? On l'a vu lors du cours sur la décolonisation et la création de nouveaux États, la France possédait à la fin de la Seconde Guerre mondiale un empire qui s'étendait sur tous les continents. De cet empire, certains territoires vont lutter pour leur indépendance et l'obtenir. D'autres vont rester des possessions de la métropole. Ils deviennent alors les territoires ultramarins. Qu'est-ce qu'un territoire ultramarin ? Donnons cette définition, c'est un territoire éloigné du territoire métropolitain composé pour la France des 5 départements et régions d'outre-mer, les DROM, les collectivités d'outre-mer ou COM, et des terres australes et atlantiques françaises. Tout d'abord, les premiers territoires ultramarins qu'il faut présenter, ce sont les départements régions d'outre-mer. On parle des DROM. On en compte 5. 3 dans l'océan Atlantique, la Guadeloupe, la Martinique, que l'on appelle les Antilles, et la Guyane. 2 dans l'océan Indien, la Réunion et Mayotte. Ce sont des territoires où s'appliquent les lois et les règlements nationaux, comme dans n'importe quelle région métropolitaine. Autre territoire, les collectivités d'outre-mer, territoires ultramarins qui possèdent un degré d'autonomie plus ou moins élevé, ainsi ils possèdent des pouvoirs législatifs et certaines lois de la métropole ne s'y appliquent pas. Il existe 5 comme Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis et Futuna. Enfin, il existe d'autres territoires qui appartiennent à la France et qui ont des politiques très spécifiques. En premier, mentionnons le cas des terres australes antarctiques françaises. Ces îles inhabitées et ne sont que des îlots utiles pour la diplomatie et le rayonnement français. Au large du Mexique se trouve l'île Clipperton, qui est elle aussi inhabitée, mais aussi source de tension avec le Mexique. D'autre part, il faut parler de la Nouvelle-Calédonie, qui depuis une dizaine d'années est un territoire français qui a entamé un processus d'autonomie. La Nouvelle-Calédonie, par exemple, possède son propre hymne et des billets particuliers. Une question peut alors surgir. Pourquoi préserver des territoires aussi éloignés ? Il me semble ici utile de noter que la Nouvelle-Calédonie est le lieu le plus éloigné de la France. En effet, si on va plus loin, en faisant route vers l'est, on se rapproche alors de la France par l'ouest. En fait, en possédant la suprématie sur ces territoires, la France possède ainsi la deuxième zone économique exclusive mondiale derrière les États-Unis. La ZEE est une zone de près de 200 000 nautiques à partir du continent, soit près de 270 km, qui permet à la France de posséder des droits d'exploitation pour les ressources qui se trouvent à l'intérieur de cette zone. Ainsi, les terres australes et antarctiques françaises gèrent 3 pêcheries. La légine, localisée dans les ZEE de Kerguelen et de Crozet, la langouste dans la ZEE des îles Saint-Paul et Amsterdam, ainsi que le thon dans les îles Éparses, assurant ainsi des ressources économiques non négligeables. Voici un exemple des zones de la ZEE. Autre atout, ces territoires fournissent des avantages stratégiques majeurs. En Guyane, on a ainsi installé la base de Kourou, qui est le siège du lanceur européen Ariane 5 et bientôt d'Ariane 6 à compter de 2020. La proximité de l'équateur permet aux lanceurs européens d'être le moins cher de tous et le rend particulièrement compétitif sur le marché des lanceurs aérospatiaux. Afin de protéger les routes du pétrole et surtout empêcher les bateaux d'être attaqués par les pirates du golfe d'Aden, la France a besoin de bases militaires. Cette base est installée dans l'océan Indien à La Réunion. Cette base permet à la France d'être un acteur majeur pour la sécurité des routes dans le cadre de la sécurité globale. Comment et pourquoi aménager les territoires ultramarins ? Afin de répondre à cette question, nous examinerons 3 points. Tout d'abord, nous verrons que les territoires d'outre-mer sont éloignés et possèdent des caractéristiques spécifiques. Ces caractéristiques spécifiques exposent ces territoires à une difficile intégration régionale. Enfin, il est important de voir que ces territoires sont inégalement mis en valeur. Grand 1, des territoires éloignés et spécifiques.
La géographie des territoires ultramarins se résume autour de 4 concepts. En premier lieu, l'éloignement. Il faut compter plus de 8 heures de trajet et prendre en compte le décalage horaire pour communiquer avec ces terres éloignées. Autre point très important, la discontinuité. Autre point majeur qui vient mettre une dernière pierre à l'édifice, il n'existe aucune continuité géographique entre ces territoires qui doivent entretenir avec la métropole des liaisons régulières et spécifiques afin d'assurer l'aménagement et l'approvisionnement des populations qui vivent sur ces territoires. Autre point, l'insularité. À l'exception de la Guyane, on l'a déjà dit, tous les territoires d'outre-mer sont des îles, parfois volcaniques, comme l'île de la Réunion. Nouvelle difficulté, pour accéder à ces îles, il faut utiliser les avions ou les bateaux, ce qui ralentit les communications de transport. Autre problème, les îles sont des petits territoires sur lesquels il est difficile d'avoir l'ensemble des ressources pour nourrir une population nombreuse qu'il faut donc nourrir par des importations et faire venir en général de la métropole un certain nombre de produits. Dernier point, la tropicalité. La très grande majorité de ces territoires se trouve dans la zone tropicale, ce qui expose les populations à certains risques, comme les cyclones ou les maladies, telles que le paludisme, la dengue, le chikungunya ou encore Zika. Les contraintes territoriales sont donc l'éloignement, la discontinuité, l'insularité et la tropicalité. Les territoires tropicaux sont particulièrement riches du point de vue de la biodiversité. D'ailleurs, la France et ses espaces ultramarins est le premier territoire en termes de biodiversité. Présente sur tous les territoires et à toutes les latitudes, elle est impliquée dans toutes les missions de défense de la biodiversité. Du fait que ces espaces se trouvent en zone tropicale, ils sont exposés, comme on l'a vu, à des aléas climatiques spécifiques que l'on ne retrouve pas en métropole. On a aussi vu que ce sont des îles volcaniques, ce qui expose au risque de tremblements de terre et de coulées de lave. Des risques qui sont presque inexistants en métropole. Ils sont par ailleurs particulièrement exposés aux changements globaux et à la montée des océans. Grand 2, une difficile intégration régionale. Le niveau de développement est inférieur à celui des autres régions françaises. Le chômage est très élevé et leur économie dépend des subventions nationales ou européennes. L'économie repose essentiellement sur une économie de services grâce à l'implantation des services de l'État et au développement du tourisme. Les territoires français d'outre-mer sont des îlots de richesse, par contre, par rapport à leurs voisins proches. Ils bénéficient des aides financières de la métropole et pour certains d'entre eux de l'Union européenne en tant que région ultra-périphérique. À l'échelle régionale, ils sont donc particulièrement attractifs, comme le montre la venue de nombreux migrants clandestins à Mayotte. L'intégration régionale de ces territoires est en cours de réalisation grâce à plusieurs projets et organisations régionaux. Par exemple, la Réunion a signé des accords avec Madagascar, les Seychelles, l'île Maurice et les Comores, mettant ainsi en place des partenariats dans les domaines de l'agriculture, l'environnement, l'éducation, la santé. On trouve le même genre d'accord en cours dans les Caraïbes avec la Martinique et la Guadeloupe. Grand 3, des territoires inégalement mis en valeur. Dans les îles, la population est massée sur les littoraux et concentre les activités. Il existe aussi une différence nette entre les côtes dites au vent et les côtes sous le vent, qui se trouvent être plus accueillantes et donc plus peuplées. D'autre part, on remarque que les espaces intérieurs peu peuplés offrent une grande richesse de la biodiversité et un riche patrimoine naturel à protéger, favorable pour le développement d'un tourisme durable. Les infrastructures de transport constituent les aménagements privilégiés. Ces infrastructures sont parfois contestées, mais sont privilégiées par les autorités pour renforcer les liens avec la métropole. Elles permettent ensuite d'assurer les liaisons avec les autres îles de l'archipel, les pays voisins et bien sûr, le reste de la métropole. Les aménagements ont vocation à permettre le développement du tourisme, qui est un secteur d'activité essentiel pour l'économie des territoires ultramarins. Le développement de ces territoires repose sur le développement de l'écotourisme.
Les aménagements portuaires ou hôteliers sont indispensables pour répondre à la demande internationale sans dégrader l'environnement. Pour conclure, les territoires ultramarins sont des espaces particulièrement éloignés de la métropole qui souffrent de nombreuses contraintes. L'éloignement, la discontinuité, la tropicalité et l'insularité. Ces territoires regorgent malgré tout d'atouts importants pour le tourisme. Ces territoires ont une économie fortement dépendante de la métropole et profitent des politiques européennes de cohésion. L'aménagement de ces territoires est une nécessité afin de les maintenir compétitifs pour le tourisme et de développer un tourisme éco-responsable.